messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Dans son dernier roman, L'île des dieux, Prince Lamour Tchombiani nous invite à ouvrir une nouvelle page sur le futur, un monde humain de partage multiculturel. L'île des dieux, c'est d'abord l'odyssée de deux esprits masques arrachés à leur village, en même temps que des hommes, des femmes et des enfants, et amenés vers des destinations inconnues. Prince Lamour Tchombiani, bonsoir. Bonsoir. À l'état civil, vous êtes docteur Lamour Dia Tchombiano. C'est exact. Vous êtes chercheur. Exact. Donc scientifique. Vous avez servi au CNRST avant, certainement d'avoir des postes à l'étranger. Et Prince Lamour Tchombiani, c'est votre nom de plume. C'est ça. Vous êtes petit-fils de roi, puisque vous êtes le petit-fils du Nungu Baro Bachande, roi du Goulmou. Exact. Et vous avez longtemps servi dans le système des Nations Unies. Et aujourd'hui, vous revenez dans votre pays pour offrir vos compétences et pour gérer un certain nombre de questions. Votre roman, L'île des dieux, raconte l'histoire du noir, en gros, si on peut le dire ainsi, puisque il s'agit d'une conversation entre deux masques, deux esprits masques, le masque de la forêt et celui de la savane. Mais tout a commencé d'abord par un pillage. D'abord, merci bien de m'inviter à cette émission très suivie, très importante et très instructive. Le livre raconte dès le départ, dans des termes imagés, ce qu'a été les pillages, les ravages et, disons, les kidnappings des populations durant l'esclavage. Donc, mais il raconte aussi que la population de ces villages se réveille comme dans un cauchemar. Des étrangers arrivent qui sont de couleurs qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, vous parlez d'étranges étrangers, voilà, sans certainement donner la couleur. C'est intentionnel. Étranges, étrangers, étrangers parce qu'ils les reçoivent, étranges parce qu'ils n'en avaient jamais vu, pour différentes raisons. Mais pour eux, c'était des humains qui venaient et qui devaient accueillir à bras ouverts. Et finalement, cet accueil chaleureux que les villageois ont voulu apporter aux étrangers s'est révélé comme un cauchemar, comme vous le dites. Absolument. Puisque finalement, l'étranger ne s'est pas comporté comme pour bénéficier de l'hospitalité, mais il s'est comporté comme un envahisseur. Absolument. Vous savez, dans l'histoire de l'Afrique, c'est symptomatique. Que ce soit durant l'esclavage ou durant la colonisation, il y a toujours eu cet équivoque entre l'esprit de solidarité, d'ouverture, à la limite naïve, entre guillemets, et les intentions de ceux qu'on reçoit, qui sont tout sauf d'être des étrangers qui veulent pactiser, qui viennent plutôt avec un bagage d'intérêts, d'objectifs, qui sont différents et étranges aux populations qui les accueillent. Mais bien plus qu'un cauchemar, c'est finalement une confrontation, le début d'une confrontation qui transcende aujourd'hui la légende, l'histoire, pour se retrouver à une époque contemporaine. Justement, dans le livre, il est bien exprimé que c'est un choc entre deux mondes. C'est un choc entre deux cultures, c'est un choc entre deux façons de voir l'humanité, dans son sens le plus noble. Et aussi, c'est un choc entre deux façons de voir la spiritualité. Pas la religion, mais la spiritualité. Comment on s'organise, comment on vit dans un environnement qui respire, qui vit, qui a une part d'invisible et de visible. Donc, il y a eu vraiment ce choc-là qui est symptomatique de ce qu'a été l'esclavage pour les populations noires. Et quand l'étranger est venu, il a pillé, il a fait la guerre, il a tué, il a violé, et il a commis toutes sortes d'exactions violentes. Et finalement, il est parti avec des hommes, il est parti avec des femmes, il est parti avec des enfants, mais aussi il est parti avec ce qui peut être l'essence de cette spiritualité de ces peuples noirs. C'est ça. Parmi les objets qui ont été pillés se retrouvent deux masques, comme vous l'avez dit, un masque de la forêt et un masque de la savane.
Pour ces étrangers, ces masques ne sont que des objets d'ordre esthétique. Ils sont beaux, ils ont une belle carrure, ils se présentent bien et ils rêvent déjà à comment ils pourraient les vendre et combien cela leur apporterait. Alors que du point de vue des gens du village ou des villages concernés, c'est une part de leur être qui est emportée. Donc vous voyez là, il y a déjà une distorsion du point de vue de la conception même de la valeur de ces masques et de la spiritualité qu'ils peuvent représenter. Et lorsque les deux masques se sont retrouvés dans cette maison de bois flottante, avec toute vraisemblance qui peut ressembler à un bateau. C'est ça. Et ils ont engagé une conversation. Chacun a raconté comment il s'est retrouvé dans le bateau et à quoi il servait à sa communauté. Et on aura compris ici les valeurs et les pouvoirs du masque sur un continent comme l'Afrique. Ces masques étaient tout autant choqués que les hommes par le type de traitement qu'on leur réservait. Ils ressentaient un certain mépris comparé au respect qu'ils connaissaient dans les sociétés où ces masques étaient. Ils ressentaient un regard d'incompréhension. Ces étrangers ne comprenaient pas leur langage, au contraire des populations qu'ils fréquentaient. Donc, c'est un ensemble, en plus des souffrances que ces populations vivaient, qui a révolté ces deux masques et qui ont décidé, par des voies que vous pouvez imaginer à travers le livre, de faire en sorte que leurs enfants, leurs hommes puissent être libérés. Dans le roman, vous rapportez un peu, l'auteur que vous êtes, vous rapportez un peu la conversation entre les deux masques, mais vous décrivez aussi un peu l'ambiance qu'on retrouve dans le bateau négrier. À la limite, si les occupants du bateau étaient traités comme des humains. C'est ça. Et vous verrez aussi dans le livre qu'il y a une discordance totale entre les nègres, disons les nègres faits esclaves qui étaient dans une cale immonde, et ça c'est un environnement qu'on retrouve dans tous les livres d'histoire, parqués comme des sardines, c'est l'expression consacrée, et sur le pont, c'est toute une autre vie. Des maîtres d'esclaves qui, eux, boivent, s'amusent, plaisantent et s'offrent tous les désirs en oubliant justement que ce sont des humains qui sont dans les cales. Donc les masses se sont retrouvés dans cette situation où on a une inhumanité dans les cales, par les douleurs qu'ils ressentaient des populations qui y sont, des gens qui avaient été pris comme captifs, et la joie vraiment disproportionnée et le mépris disproportionné qui était au-dessus et qui faisait qu'ils pouvaient souffrir de jeter certains à la mer. Comme vous le dites, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui s'appuie sur la réalité. Vous aurez lu beaucoup de livres du point de traitant de l'esclavage, c'est des traits que vous allez retrouver. Seulement, ce livre met ça dans un environnement utopique. Comme vous l'avez si bien dit, quand on parle comment on appelle ça, du bateau, disons, de la maison flottante, c'est le bateau négrier. Quand ces deux masques expriment toute l'âme, toute la souffrance, toute la spiritualité de ces populations qui sont parquées dans la cale et qui auraient aimé être libres. Tout à fait. Voilà. Et on le constate également comme dans une sorte de road moving, c'est-à-dire un carnet de voyage. Vous nous racontez un peu les déboires de ces esclaves, de ces captifs, qui n'ont rien fait pour mériter le statut qu'ils ont vécu dans le bateau négrier. Et finalement, comme par miracle, le bateau négrier échoua sur une île déserte. Les masques l'avaient prédit. Ils avaient prédit à leurs hommes, surtout à ceux qui étaient initiés, que leur souffrance prendrait fin. Donc, par un miracle, les esclaves se sont retrouvés maîtres du bateau et les esclavagistes se sont retrouvés dans les cales. Et ça, c'est aussi une leçon de la vie. Dans les cales, ils se plaignaient, ils réalisaient à quelle extrême cruauté ils avaient soumis ceux qu'ils avaient pris comme captifs. Mais ils allaient pousser parfois l'ironie jusqu'à se plaindre d'être traités de façon inhumaine, en oubliant qu'ils ont traité les autres humains de la même façon. Donc, une fois que cet environnement est mis en place, vous avez les anciens esclaves qui deviennent maîtres du bateau.
accompagné par les esprits, la spiritualité, etc., mais avec des garde-fous. Et justement, l'enjeu, c'est en atterrissant, disons, en échouant sur cette île qui est paradisiaque, c'est d'où le titre du livre, où vous avez tout ce que vous voulez pour vivre bien, mais ils vont se retrouver dans un dilemme qui est plein de leçons. L'île des dieux existe, l'île de Bali par exemple. Absolument. Et est-ce que c'est l'île de Bali? Ce n'est pas l'île de Bali, c'est une île imaginaire, mais encore plus belle que l'île de Bali, surtout dans le volet spirituel. La prédiction à partir de la conversation du masque a montré qu'ici, la parole du masque est une parole constituante. C'est une parole qui a présagé d'une nouvelle société, une société libre et indépendante, une société souveraine. On a créé de fait une société multiculturelle, une société avec beaucoup de langues. Ça, c'était strictement voulu par les masques. La condition pour qu'ils soient libres, la condition pour qu'ils soient libres de leur destin, c'est que, l'humanité prévale. Et ça, c'est le fond de la culture africaine. L'humanité, c'est quelque chose d'important. Un humain, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, malgré tout ce qu'il a pu faire. Donc, ces maîtres d'esclaves qui avaient été criminels, qui ont tout fait, mais la condition, selon les masses, c'était que les anciens esclaves puissent vivre avec ces maîtres d'esclaves, mais à condition aussi qu'ils puissent les juger. Et vous aurez vu dans le livre, les maîtres d'esclaves, ils ne sont pas homogènes. Il y a certains qui étaient plus humains, d'autres étaient plus cruels. Tout à fait. Voilà. Donc, dans toute société. Comme dans toute société. Donc, il y a cette différenciation qui est importante. Et les maîtres d'esclaves, ce n'étaient pas que des blancs. Il y avait des noirs qui étaient aussi cruels, oui, que des blancs. Ils ont été jugés de la même façon. Donc là, ce que ça montre, c'est la capacité de dépasser certaines situations et de considérer ceux qui sont en face simplement comme des humains, oui, qui répondent de leurs actes. Et ce qui est intéressant dans votre roman, Prince Lamour Tchombiani, c'est que vous vous posez la question de savoir est-ce que, au-delà de ce procès qui a eu lieu, et au-delà de ce jugement qu'on a porté sur des actes posés par des humains, est-ce qu'il faut aller à la réparation? Est-ce qu'il faut aller à un pardon simplement ou à la fois associer le pardon et la réparation? Le débat aussi est aussi vif aujourd'hui sur la question de la traite négrière. Ce livre, si je l'ai écrit en partie, c'est parce que j'ai eu la chance de parcourir une bonne partie du continent africain. Les Africains, en général, oublient très vite leur histoire. Il y a des événements qui sont passés pour d'autres sociétés et ces événements, atroces ou pas, ils les célèbrent chaque année. Ils en font comme partie de leur culture, de leur histoire, qu'ils transmettent à leurs enfants. Nous, l'esclavage, tout comme par exemple plus récemment, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, mais on sait très peu de choses. Nos enfants savent très peu de ce que c'est. Donc ce livre en partie, c'est de raconter d'une façon plus facile à comprendre ce qu'a été l'esclavage et l'impact que ça a pu avoir sur nos vies actuelles et nos vies futures. Le deuxième élément qui est important, c'est que ce débat sur la réparation ou non, mais selon quand vous suivez les discussions, d'abord, il est en Afrique, dans son ensemble, il est pratiquement absent. Il est pratiquement absent. Vous ne trouverez pas un pays où il y a cette vitalité dans ce débat-là. Par contre, vous allez... Il n'y a pas une sorte d'appropriation. Il n'y a même pas une sorte de réclamation, entre guillemets. Si vous allez, par exemple, en Europe, en France, etc., il y a des débats chaque année sur ce volet. Vous allez aux États-Unis, les descendants d'esclaves, mais ils posent le problème. Et il y a dans les Antilles, également, les Caraïbes, etc. Et il y a des chercheurs même qui sont spécialisés dans l'analyse des options en termes de réparation ou non. Je vous donne juste un exemple. Une des options, par exemple, aux États-Unis, c'est de dire, bon, on ne peut pas réparer dans l'absolu ce qui a été fait au niveau de l'esclavage, mais par contre, on peut mettre en place des programmes qui permettent à tous les enfants descendants d'esclaves d'avoir accès à l'université, à des prix ou gratuitement. C'est une forme de réparation. Ce n'est pas seulement monétaire, mais pour arriver à ce niveau de réflexion, il faut connaître le phénomène. Il faut savoir ce qu'il a pu faire comme impact et surtout permettre aux Africains de ne pas avoir honte
de dire qu'il y a eu l'esclavage ou seulement de ne pas se mettre dans une position de condamnation, sans proposer. Vous voyez, c'est deux extrêmes qu'il faut éviter. Et vous refusez la victimisation facile et gratuite. D'abord, nous devons connaître notre histoire. Rejeter ce qui a été, comme on l'a vu, de la part d'une humanité qui a eu lieu. Et surtout, à partir de ça, montrer qu'on a des droits qu'on doit et qu'on peut réclamer. Maintenant, pour les réclamer ou les poser, il faut bien connaître le phénomène, il faut l'analyser. Si vous prenez l'Afrique, il y a combien de chercheurs, combien d'universitaires qui travaillent sur ce volet? Il y en a très peu, comparé à d'autres continents ou d'autres îles. Donc c'est pour réveiller un peu ce débat-là. Oui. Et ce qui est intéressant également, chez vous, Prince Lamour Thiombani, il faut une connaissance assez encyclopédique pour vous lire, pour vous comprendre. Merci, parce que là, vous attirez votre attention sur ce volet. Mais en fait, le fil conducteur de toutes les œuvres que j'ai produites, c'est les valeurs culturelles africaines. Et ces valeurs ne sont pas uniques. C'est un complexe. Et elles sont diversifiées. Et c'est ça qui fait la force de la résilience que nous avons, malgré tout ce qu'on a subi. Si c'était des normes uniques, simplifiées, notre culture aurait disparu. Mais du fait de sa complexité, du fait de sa diversification, il y a toujours des options. Donc j'ai pris le choix d'aborder cette thématique-là dans ce creuset-là, en utilisant le style de la légende, hein, le style des contes. C'est pour ça, vous verrez, il y a beaucoup de dialogues, parce que c'est vraiment des humains qui parlent, qui s'interrogent, qui posent des questions, qui répondent, etc. Et tout ça, ça puise dans le creuset de nos valeurs. J'ai l'impression qu'il y a plus de dialogue que de narration et qu'il laisse très peu de place à des descriptions. Vous mettez plus l'accent sur la parole, parce que pour vous, la parole est centrale chez l'Africain. La parole est absolument centrale, parce que c'est le creuset de la mémoire, c'est le creuset de la communication, c'est le creuset de la spiritualité. Quand vous prenez les traditions africaines, quand elles vont en forêt ou en savane, elles parlent. Elles parlent à des êtres qui ne voient pas. Ça fait partie de notre culture. Mais à tout ça, il y a aussi une part de faiblesse de ma part. Parce que j'aime beaucoup les livres où il y a les dialogues. J'ai lu beaucoup de livres où il y a le dialogue et j'ai toujours préféré ce style-là. Mais la troisième raison, comme je vous l'ai dit, c'est le langage du conte et de la légende. Quand on raconte la légende, on interroge les gens. On ne raconte pas une histoire et puis à la fin, on leur dit, bon, c'est fini. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments qui font qu'il y a cette part importante du dialogue. Il y a quelques descriptions du paysage ou du contexte, mais pour moi, la parole est vraiment clé si on veut parler des valeurs culturelles africaines. Et on remarque également que vos personnages sont désignés par leur statut social et non par leur nom. Pour vous, le statut est essentiel, est incontournable dans la désignation de l'humain. Oui, le statut, mais surtout le rôle, la contribution que l'individu apporte à la société. Vous voyez, dedans, on parle du chasseur, on parle du griot. C'est son titre. Et il en est fier, parce que c'est sa contribution qu'il apporte à la vie de la société. Voilà. Donc, une sorte d'ancrage référentiel voilà, qui conduit sur l'identitaire. C'est ça, oui. L'identitaire, et comme j'ai dit, le rôle que la personne joue dans la société et la complémentarité des rôles qu'on a. Prince, votre préfacier, le professeur Yves Dakio l'a dit, après l'échec des indépendances, l'échec du multipartisme à l'heure où s'essoufflent déjà les pratiques démocratiques, la prose littéraire africaine s'est installée durablement dans l'exposition de la violence. Et plus loin, il estime que l'île des dieux s'ouvre pour une nouvelle ère, l'ère des utopies. Est-ce que vous partagez? L'utopie, c'est le rêve. Le rêve, en tout cas dans le contexte de ce livre, dans sa valeur la plus positive. Vous savez, il y a un grand homme d'affaires qui a dit, si votre rêve ne vous effraie pas, c'est qu'il est petit. Et le problème que nous avons en Afrique, dans nos pays, c'est que les gens ne rêvent pas assez. C'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes, hein, etc., mais tout le monde a des problèmes. Mais c'est quand on rêve qu'on se donne les moyens d'aller au-delà. Vous allez, par exemple, j'ai eu la chance de donner des cours à l'université d'Hokkaido, mais c'est écrit dès la porte, juste après la Deuxième Guerre mondiale, hein,
Boys be ambitious. Et ça, c'est un Américain qui avait mis ça juste après la Seconde Guerre mondiale. J'ai discuté avec les Japonais, mais ça a été d'un stimulus énorme. Le fait d'avoir de l'ambition positive, hein, c'est une énergie énorme. Et c'est ça qui nous manque. Donc ce livre, comme je vous dis, il y a des livres d'histoire qui racontent l'esclavage mieux que moi, je ne le fais. Mais à raconter ça d'une façon imagée, qui débouche sur des perspectives de rêves positifs, de ce que c'est que le spirituel, de ce que c'est que l'humanité, de comment la multiculturalité, les gens peuvent vivre ensemble, quelle que soit la couleur, en ayant des objectifs communs. C'est une forme de rêve, d'utopie, mais c'est ça qui fera le monde de demain. On va terminer certainement par un peu votre style d'écriture. Vous maniez la langue de Molière comme rien, si on peut le dire ainsi. Et on a comme l'impression que les scientifiques sont plus aguerris que peut-être ceux qui ont fait des études de lettres. Et chez vous, c'est quoi le secret? Bon, j'ai eu aussi à poser la même question à d'autres écrivains burkinabés qui n'étaient pas, j'étais surpris de voir qu'ils n'étaient pas aussi des littéraires. Le secret, c'est que ceux qui ne sont pas littéraires s'enferment plus dans l'histoire qu'ils ont à raconter. C'est d'abord ça, l'essence. Ceux qui sont littéraires, c'est des spécialistes du verbe, du langage, etc. Peut-être le handicap qu'ils ont, ils veulent quelque chose de parfait. Vous voyez? Bon, mais le mariage des deux, vous aurez pour l'édition, c'est un littéraire qui l'a fait, le mariage des deux produit quelque chose, bon, qui est donné à votre jugement, quoi. Mais je vais dire que l'autre aspect pour les scientifiques, en ayant une histoire à raconter, on la raconte selon une certaine ligne que nous estimons directe. Bon, en imageant, en produisant des paysages peut-être qui n'existent pas, mais avec le fond de l'histoire à raconter. Personnellement, moi, quand j'écris, c'est mon troisième ouvrage, je ne m'embarrasse pas des aspects littéraires au début. Je raconte d'abord l'histoire. Bon, après, il y a tout un travail d'affinage avec l'appui des éditeurs, etc. Oui. Et on va peut-être terminer par ça. Votre deuxième ouvrage, Before the Fire, I Was Black, c'est-à-dire vous avez comme une obsession du noir, du nègre, parce que comme pour vous, l'Africain est central dans votre œuvre. C'est exact, mais l'Africain avec grand A, c'est-à-dire qu'il soit blanc ou noir. Par exemple, on a des Africains en Afrique du Sud, bon, on a les Arabes qui sont africains, mais quand vous regardez l'essence du comportement, c'est le même. Quand vous regardez l'essence des affres qu'on a subies par le passé, ils se rapprochent. Et ce livre, par exemple, Before the Fires, I Was Black, il montre qu'on doit être fier de ce que nous sommes. Avant toutes les invasions, la colonisation, etc., on était noirs, mais en dépit de tout ça, on reste noir. Et si on le comprend, hein, comme le livre le dit, for a brighter future. Donc, l'avenir sera meilleur. Et c'est important qu'on enseigne ça à nos enfants, qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Parce que c'est ça qui fait la force d'une société, c'est ça qui fait la force d'un pays. À part l'Afrique, je suis au désespoir de le dire, il n'y a que l'Afrique qui emprunte tout au monde. Alors qu'on a beaucoup de choses, bon, tout le monde le dit, mais il faut le cristalliser. Il faut le cristalliser dans notre conscience, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Souvent, les gens, ils se méprennent. Parce que même les autres sociétés, quand vous êtes fiers de ce que vous êtes, on vous respecte. Mais quand vous imitez les autres et vous l'imitez mal, on ne peut pas vous respecter. Et les gens se posent la question, pourquoi vous voulez nous imiter? Vous avez une culture riche, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez une peau qui est adaptée à votre client. Pourquoi vous voulez nous imiter? Voilà. Donc, c'est de simples questions qu'on doit se poser. Et ces questions-là sont centrales pour l'avenir de notre continent. Où on peut trouver l'île des dieux à Ouaga? Librairie de la jeunesse et puis librairie Mercury. Merci à vous, Prince Lamour Tchombiani, d'être passé partager le contenu de votre roman avec nous, mais aussi votre vision du noir, de l'Africain, qui est fondée sur une vision positive, de fierté, mais aussi de dignité. Merci d'être... C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci bien.
Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.